Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 9. Nous allons aujourd'hui, cela ne vous surprendra pas, parler du microbiote et poser les bases de la compréhension de cet aspect fondamental de la flore. Est-elle riche ou est-elle pauvre? Aspect fondamental car l'ensemble de notre santé dépend de ces deux adjectifs simples qualifiant notre flore, riche et pauvre. Flore riche, tout va bien, flore pauvre, tout va mal. Une flore pauvre, c'est une dysbiose, source de la plupart des maladies chroniques modernes, telles que les maladies auto-immunes, cardiovasculaires, neurodégénératives, de nombreux cancers, l'insulinorésistance, le diabète de type 2, le foie gras, le syndrome métabolique et bien d'autres pathologies et syndromes. Une flore riche, c'est une eubiose, un bouclier qui nous protège des maux corrélés à la dysbiose, grâce à l'harmonie qui règne au sein du tube digestif et au parfait fonctionnement immunitaire tributaire d'une totale intégrité de nos muqueuses digestives. Enrichir une flore pauvre est donc une solution concrète, prioritaire, salutaire à nos problèmes de santé chronique, accessible à tous, mais pour cela, encore faut-il avoir l'entendement de ce concept flore riche, flore pauvre. En effet, une confusion assez répandue qui induit l'incompréhension de nombreuses personnes réside dans le fait que flore pauvre ne veut pas dire flore constituée de peu de bactéries et que flore riche ne veut pas dire flore constituée de beaucoup de bactéries. C'est plutôt l'inverse en réalité. Une flore pauvre est une flore peuplée d'un trop grand nombre de bactéries, mais d'une faible diversité de familles de bactéries. Car certaines familles ont eu l'opportunité, par leur population grandissante, d'envahir et d'occuper le territoire d'autres familles en nombre trop faible pour pouvoir se défendre. Une flore pauvre est donc une flore pauvre en variété de familles de bactéries et non pas en nombre de bactéries. A l'inverse, une flore riche est une flore constituée d'une grande diversité de familles bactériennes, mais de faibles populations. Aucune famille de bactéries n'a pu croître suffisamment en nombre au point de prendre le territoire des autres familles. La flore reste variée. C'est ainsi que fonctionnent les bactéries. Elles s'associent entre familles aux intérêts communs et constituent un biofilm qui va s'opposer à la moindre occasion au biofilm constitué de familles de bactéries aux intérêts différents. Nous verrons plus loin les divers facteurs procurant l'occasion à certains biofilms de vaincre et de s'imposer, induisant inexorablement un appauvrissement de la flore, installant ainsi une dysbiose. Une flore pauvre est une flore déséquilibrée, aux bactéries surnuméraires, au nombre antiphysiologique, c'est-à-dire non prévu par la nature pour notre physiologie. Une flore riche est une flore équilibrée, dotée d'un nombre modeste de bactéries, au nombre physiologique, c'est-à-dire prévu par la nature pour notre physiologie. Une flore pauvre est donc une flore de pullulation bactérienne, de faible diversité, mais une flore exacerbée d'un nombre de bactéries bien supérieur à la norme. Une flore riche est une flore de stabilité bactérienne, d'une grande diversité, mais une flore modérée d'un nombre de bactéries conforme à la norme. Une flore pauvre est une flore agressive, inflammatoire en raison du nombre élevé de sa population. Une flore riche est une flore non inflammatoire, défensive par la variété des familles qui la composent. Comprenons bien que les bactéries fonctionnent par le nombre. Que celui-ci soit élevé, elles passeront à l'attaque pour s'imposer, c'est systématique. Que celui-ci soit modeste, elles resteront calmes et ne poseront aucun problème. Notre problème, c'est la masse bactérienne, bactéries amies ou bactéries pathogènes. De cette confusion flore pauvre, flore riche, de nombreuses personnes, thérapeutes divers et variés et médecins pensent enrichir une flore pauvre en ajoutant des bactéries par milliards à coup de probiotiques et en stimulant leur croissance à coup de prébiotiques. Nous verrons que le résultat est en réalité dramatique par l'appauvrissement d'une flore pauvre. On n'enrichit pas une flore pauvre avec des probiotiques et des prébiotiques, car ils stimulent et font croître une armée déjà en surnombre et victorieuse.
Parlons des différentes flores ou entérotypes. Nous naissons avec un entérotype défini, c'est-à-dire une composition spécifique de différentes familles de bactéries qui peuplent le tube digestif humain, transmis par notre mère. Il existe 3 entérotypes différents, l'entérotype Bacteroides, l'entérotype Prevotella et l'entérotype Ruminococcus. Je ne les détaillerai pas ici, je l'ai fait avec soin dans mon dernier livre, Santé métabolique, immunité, microbiote. Je vous invite à vous y reporter. Cet entérotype de naissance est là pour la vie et nous devons faire avec, qu'il soit parfaitement équilibré ou qu'il se dérègle en fonction des différents facteurs émaillant la vie, comme l'alimentation, facteur principal, les infections bactériennes et virales, facteur inévitable qu'il faudra bien gérer, la pollution environnementale, facteur dommageable, traitement médicamenteux, antibiotiques, anti-inflammatoires, antidépresseurs, etc., facteurs très sous-estimés, et les nombreux facteurs chimiques que nous ingérons volontairement ou involontairement, facteurs importants. Voyons rapidement le premier entérotype, l'entérotype Bacteroides. Lorsqu'il est bien réglé, c'est l'idéal, tout va bien, l'immunité est bonne, pas de maladie chronique, pas de fermentation délétère dans le tube digestif, pas de ballonnement, pas de surpoids, pas d'inflammation chronique, c'est l'entérotype idéal. Un entérotype Bacteroides déréglé, c'est souvent une prise de poids incontrôlée de type surpoids ou de type obésité. J'en profite pour signaler qu'il s'agit de 2 choses distinctes. L'obésité n'est pas la continuité du surpoids, c'est une flore spécifique. Un entérotype Bacteroides déréglé, c'est beaucoup de fermentation digestive et de production de graisse viscérale. Ce sont les sucres ingérés qui dérèglent facilement l'entérotype Bacteroides et font pulluler sa population, surtout dans l'intestin grêle. Des sucres comme le glucose, le fructose, l'amidon qui est du glucose, et donc les céréales et les farines. Ce sont les sucres qui, par fermentation, seront la matière première permettant la production de graisse corporelle en masse par les bactéries. Les bactéries se développent en se nourrissant de sucre par fermentation et produisent des gaz et des graisses déchets de cette fermentation. C'est la flore de l'hydrogène en excès. L'hydrogène, il en faut, mais pas trop. Une assiette de pâtes ou de pain sera transformée en graisse corporelle et notamment viscérale dans sa quasi-totalité lors d'une dysbiose de la flore Bacteroides, l'activité physique n'y pouvant rien. Je vous invite à écouter le podcast numéro 8 intitulé Diète low carb, une nécessité physiologique, pour comprendre certains aspects fondamentaux de la physiologie digestive. Passons au deuxième entérotype, l'entérotype Prevotella. Lorsqu'il est bien réglé, tout va bien également, c'est la flore de la minceur. Un entérotype Prevotella déréglé, c'est une flore très agressive, une flore de destruction qui se développe. C'est la maladie parodontale, surtout en présence de virus tels que cytomégalovirus ou Epstein-Barr virus. C'est l'acné sévère, c'est la flore de la rectocolite hémorragique, de la cystite, de l'endométriose, etc. Lors d'un abus pérenne de sucre, un léger surpoids peut s'installer, mais pas une obésité. Prevotella adore les végétaux et les fibres. Attention à la surconsommation de végétaux. Prevotella, c'est la flore de l'hydrogène sulfureux. L'hydrogène sulfureux, il en faut, c'est un neuroprotecteur, mais en excès, c'est le marqueur d'une flore agressive. Prevotella, c'est une flore haute, exacerbée, destructrice, une flore qui découpe les tissus, qui fait saigner, une flore buccale qui va ensemencer le grêle, l'irriter, l'abraser et installer une flore de malabsorption des sucres, un piège vicieux. Attention à Prevotella déréglée. Elle est associée à toute une clique de bactéries potentiellement dangereuses comme Propionibacterium acnes, Porphyromonas, Desulfovibrio ou encore Fusobacterium nucleatum, bien connus pour induire un risque élevé de cancer du côlon avec prolifération de métastases. Prevotella plus des herpès virus positifs comme Epstein-Barr virus, cytomégalovirus ou herpès simplex 1, eh bien on agit sur Prevotella et sur les herpès virus. On ne reste pas comme ça.
Il serait intéressant, je pense, de faire un podcast également sur les herpesvirus et consorts, les grands gangsters de notre santé. Enfin, le troisième entérotype, l'entérotype Ruminococcus, lorsqu'il est bien réglé, eh bien, tout va bien, puisque c'est également une flore prévue par la nature. Un entérotype Ruminococcus déréglé, c'est une flore méthanogène qui se développe, la flore de la constipation chronique et de la dépression. Nous ne sommes pas des vaches, nous ne sommes pas des ruminants. Un peu de méthane, très bien, mais trop, c'est néfaste pour nous. Ruminococcus déréglé, c'est une flore colique exacerbée. Attention à ne pas surcharger le côlon en fibres et en amidon résistant. Un fait très à la mode ces dernières décennies et qui ne fait que s'amplifier. Des fibres, c'est bien, trop de fibres, c'est désastreux. Quel que soit l'entérotype, il est constitué de deux sortes de bactéries pour simplifier les choses. Il existe des bactéries anaérobies qui, par définition, n'aiment pas l'oxygène et fonctionnent donc sans oxygène, mais qui fonctionnent par fermentation des sucres pour se pourvoir en énergie. Ce sont des bactéries qui fermentent les sucres pour s'en nourrir, se multiplier et qui produisent facilement des gaz et des graisses comme nous l'avons vu plus haut. Et il existe des bactéries aérobies qui, par définition, aiment l'oxygène et l'utilisent comme source énergétique. À ces bactéries aérobies, on associe les bactéries aérobies facultatives qui peuvent fonctionner en présence d'oxygène comme en son absence, mais qui préfèrent tout de même sa présence. Notre microbiote est constitué essentiellement de bactéries anaérobies, quel que soit notre entérotype. Et celles-ci sont concentrées au niveau du côlon, la flore basse, ce qui est cohérent puisqu'elles sont chargées de dégrader par fermentation les sucres que nous sommes incapables de digérer par nous-mêmes au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire les fibres et les amidons résistants. Les bactéries aérobies sont nettement moins présentes dans notre tube digestif et se situent essentiellement au niveau des flores hautes, comme la flore buccale principalement, puis celle du duodénum et du jéjunum. Tout cela fait sens. Au niveau de la bouche, la flore doit être essentiellement aérobie en raison de la présence d'oxygène. Et plus on s'éloigne de la bouche, plus la flore anaérobie prend de l'importance pour être strictement anaérobie dans le côlon, là où il n'y a plus d'oxygène. Les bactéries anaérobies étant naturellement très nettement supérieures en nombre dans une flore équilibrée, quel que soit l'entérotype, ce sont elles qui vont facilement pulluler dès lors qu'elles en ont l'occasion, c'est-à-dire qu'elles vont appauvrir la flore par leur pullulation grandissante et donc imposer leur biofilm en occupant le territoire à outrance. Et l'occasion, c'est nous qui leur procurons par nos choix alimentaires en raison de l'ingestion de sucre en masse, fibres comprises. Une dysbiose, une flore pauvre, et donc une flore de fermentation des sucres, une flore anaérobie, surexprimée par un apport de sucre trop conséquent, une flore bien trop massive et envahissante. Consommer des probiotiques et des prébiotiques est alors contre-productif, puisque cela apporte davantage de bactéries anaérobies à une flore anaérobie trop présente et stimule davantage une flore déjà exacerbée. Il est judicieux et logique en cas de dysbiose, donc de flore pauvre, de calmer une flore de fermentation des sucres en réduisant drastiquement les sucres fermentescibles. Là, on sort de la croyance, du loufoque, de l'empirisme erroné, on est dans le concret biologique. Une flore trop exprimée par un apport de sucre doit être calmée par une réduction des sucres et donc par un choix alimentaire cohérent. C'est la nature des aliments qui exprime une flore, pas les calories. Ajouter par une complémentation lors d'une dysbiose, c'est-à-dire un excès de flore de fermentation, des lactobacillus et des bifidobacterium qui fermentent n'a aucun sens. Nous ne sommes pas des yaourts, nous n'avons pas à surdévelopper une flore de yaourt dans nos intestins. Certes, ces bactéries sont naturellement présentes dans notre microbiote, mais il n'est absolument pas sain de les multiplier à outrance, car on accroît la dysbiose, on appauvrit la flore. Les bactéries dites amies ne sont plus amies lorsqu'elles sont en surnombre. Tout surnombre est un appauvrissement de la flore, une dysbiose. Une dysbiose n'est pas
qu'un surnombre de bactéries pathogènes. Il faut bien comprendre ce fait physiologique. C'est un surnombre de bactéries de la flore de fermentation, donc anaérobie. Chaque entérotype a ses propres dysbioses. Il convient donc de déterminer son propre entérotype afin d'appliquer des mesures précises et non globales, entendues partout sur Internet ou conseillées par divers thérapeutes qui n'ont jamais entendu parler d'entérotype ni ne savent les déterminer. Nous avons vu que les pré- et les probiotiques n'étaient pas la solution. Jamais. Quel est mon entérotype? C'est la première question à se poser. S'il y a une maladie parodontale, une fatigue chronique, un surpoids, une obésité ou une perte de muscles et d'os, une maladie auto-immune, un eczéma, de l'urticaire, de l'asthme, un psoriasis, un Covid long, un Lyme ou d'autres pathologies chroniques, c'est qu'il y a une dysbiose qui doit être corrigée. Derrière une dysbiose, soyons-en certains, il y a très souvent des virus actifs, car une flore est bactérienne, mais elle est également virale. Les virus sont les grands gangsters de notre métabolisme. Les bactéries de la dysbiose sont leurs complices qui leur permettent de s'exprimer. Le sujet de ce podcast n'est pas de traiter dysbiose, pathologie par pathologie, mais il traite de la flore pauvre, la source de 90% des pathologies chroniques. Enrichir une flore pauvre est donc la première action à mener pour soulager les symptômes corrélés à la dysbiose. Ensuite, les conseils d'un thérapeute aguerri à ce travail aidera à traiter plus précisément les pathologies associées. Alors, comment enrichir une flore pauvre? Il convient tout d'abord d'arrêter de stimuler les bactéries de la flore pauvre en réduisant drastiquement les aliments qui permettent l'expression de la flore de fermentation, c'est-à-dire en diminuant l'ingestion de sucres fermentescibles comme le fructose, les céréales et l'ensemble des farines, avec ou sans gluten, les légumineuses également et les légumes riches en sucre. On peut conserver un peu de pommes de terre ou de riz blanc en fonction du poids à perdre et des fermentations gênantes. On ne doit ni ballonner ni avoir de gaz en excès, c'est la règle. 2 à 3 fruits par jour sont acceptables. On ne boit pas de jus de fruits, de smoothie, de soda, même sans sucre. Et on fait attention aux glaces. Ce n'est pas la crème le problème, mais le fructose en quantité. Je rappelle qu'Escherichia coli, la bactérie de l'infection urinaire, adore le fructose. On vit très bien sans farine, on vit mieux sans farine ou avec très peu de farine. On limite les crudités qui sont un apport de fibres conséquent qui peut induire de fortes fermentations digestives, c'est-à-dire une production de gaz et de graisse. Une flore bactéroïdesse déréglée va produire de la graisse avec de la salade verte. Lorsqu'une personne obèse vous dit qu'elle prend du poids en regardant une pomme, la vérité n'est pas très éloignée. La quantité de crudité doit être réduite. On ne doit pas ballonner après une assiette de crudité. On consomme quelques légumes verts que l'on blanchit obligatoirement avant de les faire cuire, c'est-à-dire des légumes à feuilles vertes, brocolis, choux chinois, blettes, orties, pissenlits, chicorée romaine, etc. On se nourrit de viande variée et de qualité, de poissons, d'œufs et de fromage. Pour les personnes qui fermentent facilement avec les sucres simples comme le fructose et qui ballonnent peu de temps après le repas, le lactose posera problème, mais les fromages affinés seront permis. Pour les personnes qui ballonnent plus de 2 heures après le repas, qui sont fortement constipées et qui ont une tendance dépressive, les fromages frais seront bénéfiques. On ne consomme pas de vinaigre lorsque l'on souffre d'une dysbiose. On ne consomme pas de vinaigre lorsque l'on souffre d'un SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. Ce serait dramatique. Du citron, oui. Du vinaigre, non. Dans les dysbioses avec forte production d'hydrogène, comme le SIBO, c'est-à-dire avoir des ballonnements peu de temps après les repas, les aliments fermentés sont fortement déconseillés, contrairement à ce qui est trop souvent conseillé. Les aliments lacto-fermentés ne sont bénéfiques qu'aux personnes souffrant d'une dysbiose méthanogène, en aucun cas à une dysbiose hydrogène. Les aliments lactofermentés ne vont pas enrichir une flore pauvre d'un entérotype Bacteroides ou Prevotella. Ils vont l'appauvrir. Que cela étonne ou non, c'est une vérité physiologique et cela concerne la plus grande partie de la population.
Voilà pourquoi les conseils à l'aveugle sont dangereux et qu'il est tellement important de mesurer les gaz respiratoires afin de définir la dysbiose et de savoir à qui l'on s'adresse, quel est l'entérotype de la personne concernée. La règle est de ne pas ballonner et de ne pas produire de gaz excessif, vous l'avez bien compris. Ça, c'est du concret. Je ballonne, je réfléchis à ce que j'ai mangé. Si un aliment me fait ballonner, c'est qu'il ne fallait pas le manger. Il ne convient pas à ma flore. Je mange, je ballonne, c'est que j'appauvris ma flore. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ce qui va véritablement enrichir la flore, ce sont les feuilles vertes, blanchies, puis cuites à basse température. Elles apportent des bactéries aérobies vitales pour notre flore haute, buccale. Elles vont s'opposer aux bactéries anaérobies qui s'y sont installées, les bactéries de la maladie parodontale qui découpent les tissus et qui augmentent les risques de cancer de nombreux organes. Les bactéries anaérobies buccales ne restent pas dans la bouche, elles creusent, s'infiltrent et migrent vers les organes, foie, pancréas, endomètre, ovaire, prostate, cerveau, peau, vessie, etc. Une flore anaérobie ne doit pas s'installer dans la bouche et la sphère ORL. Les bactéries se livrent à une guerre de phages, ces petits virus bactériophages qui les habitent. Les phages des bonnes bactéries aérobies vont combattre les phages des mauvaises bactéries anaérobies. Par exemple, les phages de lysobactères et de méthylobactères, des légumes à feuilles vertes, vont s'opposer aux phages de campylobactère, une bactérie pathogène très puissante. Les bactéries des feuilles vertes enrichissent notre flore. Les probiotiques du commerce l'appauvrissent. Et ça tombe bien, car des feuilles vertes dans la nature, c'est gratuit et peu cher dans les potagers. Transférez vos budgets vers des choses utiles. Nos choix alimentaires vont permettre d'atténuer la flore coupable de la dysbiose et d'amener un biote qui va s'opposer à la mauvaise flore. Les légumes à feuilles vertes vont apporter un biote protecteur des tissus, un biote opposé à celui de la maladie parodontale par exemple. Ils vont permettre une bonne production également d'un gaz spécifique de la sphère ORL, fortement antiviral, très intéressant, l'oxyde nitrique à partir des nitrates et des nitrites de l'alimentation. Plus loin, ce gaz est garant d'une tension artérielle idéale en assurant l'indispensable souplesse des artères. Tout commence par la bouche, la porte d'entrée vers notre monde intérieur. Nous devons être maîtres de tout ce que nous mettons dans notre tube digestif. Flore riche ou flore pauvre, cela dépend de nos choix alimentaires toute la vie. Les antibiotiques sauvent des vies, mais appauvrissent inéluctablement la flore. On ne traite jamais une dysbiose avec des antibiotiques, quel que soit l'antibiotique utilisé, quel que soit le médecin prescripteur, quand bien même est-il un spécialiste du microbiote. Un médecin qui utilise un antibiotique pour régler une dysbiose est un médecin en situation d'échec. Le problème n'est pas la dysbiose récalcitrante, mais le médecin insuffisamment savant. On n'appauvrit pas une flore, jamais. On l'enrichit toujours. Nous vivons dans un monde de flore pauvre en raison de l'alimentation moderne contre nature et des recommandations ineptes basées sur des croyances, des influences financières et non la véritable science. Lorsque l'on marche sur la tête, il ne faut pas s'étonner d'avoir mal au crâne. Faites les bons choix alimentaires et enrichissez votre flore. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le et partagez-le avec vos amis et vos proches et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour un sujet nouveau.